Il y a des souvenirs qu'on choisit d'oublier et d'autres qui s'invitent dans nos rêves encore et encore jusqu'à ce qu'on comprenne qu'ils n'en sont peut-être pas. L'histoire que vous allez entendre est celle d'un enfant, puis d'un adolescent, puis d'un jeune adulte hanté par le même rêve pendant plus de 4 ans. Mais ce cauchemar n'était pas qu'un simple produit de son imagination. Il était un message, une mémoire, ou pire, un avertissement. Avant de plonger dans ce récit, prenez une respiration, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre manière de regarder votre propre fenêtre la nuit. Et si ces histoires vous fascinent autant qu'elles vous troublent, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des récits les plus étranges, les plus vrais, les plus profonds. Cela s'est étalé sur 3 ou 4 années, une période floue entre l'enfance et l'aube de l'adolescence. Je ne me souviens plus exactement du moment où tout a commencé. Ce que je sais en revanche, c'est que j'ai commencé à faire ce cauchemar étrange, semi-lucide, récurrent, environ une fois tous les 2 ou 3 mois. Je vais essayer de le décrire comme je m'en souviens. Tout débutait toujours de la même façon. Je me voyais allongé dans mon lit, sauf que ce n'était pas moi qui voyais à travers mes yeux. La scène se déroulait en plongée, comme si j'observais ma chambre depuis le plafond, à travers l'objectif muet d'une caméra de surveillance. Une vue froide, flottante, presque clinique. Cette dissociation me glaçait le sang. Je tentais parfois de bouger, de nager dans l'air pour rejoindre mon propre corps. Mais j'étais incapable d'aller plus loin que quelques rotations de tête. Aucun mouvement possible, juste cette observation paralysée. Je savais que je rêvais. Une partie de moi en était parfaitement consciente. Et pourtant, cette lucidité ne me rassurait pas. Au contraire, elle rendait la peur plus insidieuse, plus réelle. Après quelques minutes passées à tenter de comprendre, mon attention se focalisait toujours sur un détail précis, l'horloge numérique posée sur ma table de nuit. Elle décomptait le temps à rebours. Et à partir du moment où j'en prenais conscience, d'autres anomalies apparaissaient. Il y avait un peu partout dans la pièce des dessins, collés au mur, au miroir de la commode, parfois même au sol, des dessins d'enfants au crayon de couleur, maladroits et vibrants, le genre de gribouillis qu'un enfant de mon âge aurait pu produire. Sauf que je n'étais pas ce genre d'enfant. Je ne dessinais pas, jamais, pas par désintérêt, mais parce que ça ne m'attirait pas. Et pourtant, ces dessins étaient là, omniprésents. Et surtout, je les reconnaissais. Pas individuellement, mais dans leur essence, ils représentaient tous la même scène. Une rangée de personnages se tenaient par la main, tous souriants. Parmi eux, une silhouette plus petite, moi probablement, et une maison au toit bleu en arrière-plan. C'était toujours cette même maison, comme une icône ancrée dans mon subconscient. Mais ce n'est pas tout. Il y avait aussi un vieux jouet, un petit train en bois que j'avais perdu depuis des années. Il apparaissait systématiquement dans la pièce, mais jamais au même endroit, tantôt à mes pieds, tantôt dans un coin sombre, parfois à moitié dissimulé sous le lit. À chaque rêve, il se déplaçait, comme une balise silencieuse d'un passé oublié. Et puis, invariablement, je sentais une impulsion irrépressible, regarder vers la fenêtre. Dès que mon regard s'y portait, il apparaissait. Un homme. Son visage était à peine à quelques centimètres du verre. Les traits flous, comme effacés par le temps, mais certains détails persistaient. Des cheveux gris, coupés courts, et une entaille profonde au niveau de la tempe gauche. Il ne disait rien, il se contentait de m'observer. Un regard figé, sans émotion, presque désincarné. Puis soudain, il se mettait à gratter la fenêtre. Lentement d'abord, puis frénétiquement, comme s'il essayait de l'ouvrir, comme s'il voulait entrer. C'est toujours à ce moment que je me réveillais. À mon réveil, j'étais souvent incapable de bouger. Parfois tétanisé dans mon lit, d'autres fois fuyant vers la fenêtre à la recherche de preuves. Un indice, une trace, une empreinte, quelque chose qui confirmerait ce que j'avais vu. Mais il n'y avait jamais rien, ni trace, ni rayure. Juste un froid persistant dans ma poitrine. Après la 4e occurrence de ce cauchemar, je me suis décidé à en parler à mes parents. Ma mère, d'un ton doux mais détaché, m'a assuré que les rêves récurrents étaient fréquents chez les enfants. Mon père, plus pragmatique, m'a simplement rappelé qu'ils étaient à une seule pièce de moi, prêts à intervenir si j'avais peur. Je leur ai souri, comme pour leur faire croire que cela suffisait à me rassurer. Mais c'était faux. Mon père a dû s'en rendre compte car il m'a pris la main ce soir-là et m'a proposé de faire le tour de la maison avec lui.
Nous avons inspecté chaque fenêtre, chaque recoin du jardin, à la lueur de sa lampe torche. Rien. Pas d'empreinte, pas de marque, juste la nuit tranquille et silencieuse. Mais cette vérification n'a rien changé à ce que je ressentais. Car au fond, même à cet âge, je savais que quelque chose n'allait pas. Pendant 6 mois, les rêves ont cessé. J'ai cru que c'était terminé, que tout cela allait disparaître comme les monstres imaginaires de l'enfance. Mais une nuit, sans raison apparente, le cauchemar est revenu. Tout était identique. La chambre, l'horloge à rebours, les dessins étranges, le train en bois, cette fois dans l'encoignure de la porte. Mais il y avait un détail en plus, un détail qui a fait vaciller toute mon assurance nouvellement acquise. La fenêtre était ouverte. Je me suis réveillé en sursaut, ou du moins j'ai cru m'éveiller. Mon corps était figé, un état de paralysie totale. Mon esprit, lui, hurlait. Une alarme silencieuse me criait d'aller vérifier la fenêtre immédiatement. Mais mes membres refusaient d'obéir. Je sentais l'air glacial balayer la pièce. J'étais convaincu que la fenêtre était béante, que quelque chose ou quelqu'un s'apprêtait à grimper. 5 longues minutes, 5 minutes de terreur pure. Mon cœur battait à m'en faire exploser la poitrine. Et quand enfin j'ai pu bouger, je me suis traîné jusqu'à la fenêtre, le souffle court, les jambes tremblantes. Elle était fermée, verrouillée. Je n'ai pas pu me rendormir cette nuit-là. Et même le matin venu, j'étais incapable d'expliquer comment j'avais tenu debout. Les mois suivants, j'ai développé un étrange rituel. Chaque soir, je repassais mentalement les événements du rêve, comme pour mieux m'y préparer. Je pensais que si j'y pensais suffisamment fort, je pourrais désamorcer la peur. Et, étonnamment, ça a marché. La fois suivante, lorsque le rêve est revenu, j'étais moins effrayé. La suivante, encore moins, et puis il est arrivé que je me réveille sans même aller vérifier la fenêtre. Mais malgré tout, quelque chose persistait, une sensation d'inachevé, comme si l'histoire, elle, n'avait pas fini de se raconter. Alors j'ai décidé d'en reparler à mes parents. Cette fois, je me suis efforcé de leur fournir un maximum de détails. Je leur ai décrit l'homme, l'ambiance, l'angoisse, et quand j'ai mentionné la cicatrice sur sa tempe gauche, j'ai vu leur visage changer. Pas une panique visible, juste un échange de regards, rapide mais lourd. Mon père m'a interrompu. « Tu es certain de la cicatrice, à gauche ?» J'ai acquiescé. Il s'est tourné vers ma mère. Quelque chose s'est dit entre eux, sans mots. Et j'ai compris qu'ils me cachaient quelque chose. Ils ont tenté de minimiser, m'ont dit que ce n'était rien, que j'imaginais, mais je savais que ce n'était pas vrai. Quelques jours plus tard, ils m'ont convoqué pour une conversation plus sérieuse. Cette fois, ils avaient décidé de me parler franchement. Ce soir-là, ils m'ont fait asseoir dans le salon. Le ton était calme, presque solennel. Ma mère a pris la parole la première. Elle m'a dit qu'il y avait quelque chose qu'ils avaient gardé pour eux pendant longtemps. Pas par malveillance, mais parce qu'ils pensaient que c'était inutile de remuer le passé, que c'était loin, terminé. Et surtout que j'étais trop jeune à l'époque pour m'en souvenir. Elle a prononcé un nom que je n'avais jamais entendu, Brian. Brian, selon elle, était un vieil ami de mon père. Pas un membre de la famille, mais suffisamment proche pour qu'on l'appelle tonton Brian. Il avait été très présent dans ma petite enfance, surtout pendant cette période où mes 2 parents travaillaient à plein temps. C'est lui qui venait me garder, me faire rire, me lire des histoires. J'aurais été très attaché à lui. D'après eux, j'étais inséparable de Brian. Je pleurais quand il partait. Je réclamais sa voix pour m'endormir. Une figure affective importante. Juste qu'il y avait eu un incident grave. Assez grave pour qu'il coupe tout contact, radicalement. Il avait formellement interdit d'approcher la famille. Moi surtout. J'avais demandé ce qui s'était passé. Ils m'ont répété que cela ne me concernait pas, que ce n'était pas de ma faute, que je n'avais rien à craindre, mais je pouvais sentir leur malaise. Puis ils m'ont dit autre chose, quelque chose de simple, de glaçant. Brian avait une cicatrice parfaite, identique à celle que j'avais décrite dans mes rêves, une entaille ancienne sur la tempe gauche, issue d'un accident de voiture, bien avant ma naissance. Ils n'ont pas explicitement fait le lien, ils n'ont pas dit c'est lui que tu vois dans tes rêves, mais ils n'avaient pas besoin de le faire. Moi j'avais compris. Ce soir-là, après que ma mère soit allée se coucher, mon père est resté dans le salon avec moi, longtemps. Le silence entre nous était lourd, mais pas pesant. Plutôt comme un espace dans lequel on cherchait à comprendre. Finalement, il a parlé. Il m'a dit qu'il avait une théorie, que ces rêves que je faisais depuis des années étaient peut-être le reflet d'un souvenir enfoui, quelque chose de profondément refoulé.
Un événement, un visage, une sensation, conservée dans un recoin de mon cerveau d'enfant. Quelque chose que j'étais trop jeune pour formuler, mais qui aurait laissé une empreinte. Il m'a dit que selon ses souvenirs, j'avais une relation très forte avec Brian, que j'étais inconsolable lorsqu'il s'éloignait, que je l'aimais comme un second père, et que probablement quelque chose dans cette séparation brutale avait marqué mon inconscient. Mais comment expliquer la cicatrice? Comment aurais-je pu la reconstituer avec autant de précision dans mes rêves si je ne m'en souvenais pas? Je ne savais pas quoi penser. Je n'avais aucun souvenir de Brian, pas une image, pas une voix, rien. Et pourtant, il était là dans mes cauchemars, silencieux, insistant, observant. Les mois qui suivirent furent plus calmes. Les cauchemars s'espacèrent, 1 ou 2 dans l'année tout au plus. Le silence prenait doucement le pas sur la peur, et je commençais à croire que tout cela allait finir par s'effacer. Mais c'était avant la 4e année. C'est là que tout a basculé. Ce soir-là, je me suis réveillé en sursaut après avoir refait le rêve, le même que toujours. La chambre vue d'en haut, l'horloge en compte à rebours, les dessins étranges, le jouet déplacé, l'homme à la fenêtre. Mais cette fois, quelque chose avait bougé, pas dans le rêve, dans la réalité. Machinalement, je me suis tourné vers la fenêtre, comme chaque fois pour vérifier, pour me rassurer. Et c'est là que je l'ai vu. Un mouvement, rapide, à la limite du perceptible. Juste une ombre qui s'éloigne. Mais j'en suis sûr, quelqu'un venait d'être là à l'instant. Toute la peur refoulée au fil des années est remontée d'un coup, brutale, dévastatrice. J'ai bondi hors de mon lit et hurlé pour appeler mes parents. Mon père est sorti précipitamment de sa chambre, pieds nus sans même prendre le temps d'enfiler quoi que ce soit. Ma mère m'a serré dans ses bras tandis qu'il faisait le tour de la maison. Lorsqu'il est revenu, le visage fermé, il a murmuré quelque chose à ma mère. Elle a pâli. Puis ils m'ont dit de ne pas bouger, et mon père a appelé la police. J'ai attendu dans leur chambre, figé, tremblant. Pourtant cette nuit-là, je n'ai entendu aucune sirène. Pas un bruit extérieur, juste leur voix dans la pièce voisine, basse, grave, contenue. Le lendemain matin, mon père est venu me parler seul. Il m'a dit la vérité, il avait vu des traces sous ma fenêtre. De très faibles empreintes, presque effacées par le vent, mais bien là. Je lui ai demandé si c'était possible que ce soit Brian. Il a secoué la tête. Il a dit que c'était impossible, que nous avions déménagé, que Brian ne savait pas où nous vivions désormais. Puis il m'a pris les épaules, les yeux pleins de fatigue et de douleur, et il m'a promis avec une fermeté presque solennelle, « Rien ne t'arrivera, plus jamais ». Et il avait raison, car je n'ai plus jamais refait ce cauchemar. Mes parents, depuis ce soir-là, évitent soigneusement de reparler de tout ça. Et je n'insiste plus. Je vois bien qu'il y a des réponses que je n'aurai jamais, des choses qu'ils ont décidé de garder pour eux, pour me protéger, ou peut-être pour se protéger eux-mêmes. Mais ce que je n'arrive pas à chasser, ce qui continue de me hanter comme une question sans fin, c'est l'idée suivante. Et si à chaque fois que je faisais ce rêve, il y avait vraiment quelqu'un derrière la fenêtre? Est-ce possible? Est-ce que pendant des années, quelqu'un m'a observé la nuit, patiemment, en silence? Et si oui, était-ce Brian ou un inconnu que mon cerveau aurait associé à lui? Le plus troublant dans tout ça, c'est que je ne le saurais jamais. Je me suis beaucoup renseigné. J'ai lu des articles, des études sur la mémoire, le rêve, la rémanence sensorielle, mais je n'ai jamais trouvé de réponse satisfaisante. Peut-être que c'était un bruit, une variation de température, un phénomène nocturne que mon esprit a transformé en scénario effrayant. Peut-être, mais il y a quelque chose dont je suis quasiment certain, mes parents n'ont jamais appelé la police cette nuit-là. Et c'est bien ça le plus dérangeant. Cela s'est passé il y a quelques semaines, un vendredi soir, chez mon ami Duncan. On avait organisé une soirée pyjama à 3, lui, Ian et moi. Ses parents étaient partis pour le week-end, un voyage d'anniversaire, je crois, et on avait la maison pour nous seuls. Duncan a un grand salon avec des canapés confortables, parfait pour s'y allonger. C'est là qu'on a installé notre campement, avec des snacks, un film et des rires étouffés. Habituellement, j'ai une méthode bien rodée pour m'endormir, je mets du son. Une vidéo de partie d'échecs, un podcast spatial, une pluie enregistrée. Peu importe, tant que ça m'occupe l'esprit. Et ça m'aide à ne pas rêver, enfin à ne pas cauchemarder. Mais ce soir-là, sans mes routines habituelles, je me suis endormi naturellement.
Et forcément, mes rêves sont devenus beaucoup plus imprévisibles. Je me suis retrouvé seul en mer, à bord d'un petit voilier, une scène irréelle, l'eau agitée, le ciel teinté de violet sombre et de gris métallique. Le vent hurlait dans les voiles, mais c'était étrangement apaisant, presque cinématographique. Puis le bateau a heurté quelque chose. Je ne voyais rien, mais j'ai senti l'impact. Le pont a tremblé, une fissure s'est ouverte sous mes pieds et de l'eau s'est engouffrée dans la coque. Paniqué, j'ai tenté de boucher la brèche avec ma veste, en vain. L'eau montait, le voilier coulait. Et c'est là qu'un dauphin a surgi hors de l'eau. Il m'a fixé, droit dans les yeux, et d'une voix parfaitement claire en anglais, « Réveille-toi !» Ce mot m'a tiré du rêve. Je me suis redressé brusquement, pas dans la confusion cotonneuse d'un réveil normal. Quelque chose était différent, j'étais en alerte. Tout semblait en place, mes amis dormaient paisiblement, le salon était plongé dans la pénombre familière. Rien d'évidemment étrange, mais un bruit m'a frappé, un bruissement continu venant de l'étage. Pas un goutte à goutte de robinet, un débit constant comme un tuyau ouvert, et c'est là que j'ai compris, c'était ce son d'eau qui avait infiltré mon rêve, transformé la mer en signal d'alerte. Je suis resté assis un moment, à écouter, à douter, puis j'ai agi. Je suis monté à l'étage, discrètement, le cœur cognant dans ma gorge. Plus je montais, plus le bruit devenait net. Ça venait de la salle de bain, au fond du couloir. La porte était entrebâillée, laissant filtrer une faible lumière. Je me suis approché à pas feutrés. De là où j'étais, je voyais le robinet grand ouvert. L'eau jaillissait à plein débit. Ça n'avait aucun sens. Personne n'aurait laissé ça couler. Et soudain, un doute terrible m'a traversé. La salle de bain de Duncan est spacieuse, avec de nombreux angles morts, baignoires, coins des toilettes, rideaux de douche. Quelqu'un pourrait s'y cacher. Juste là, à 1 mètre de moi. Un frisson m'a glacé le dos. Je n'ai pas franchi la porte. J'ai fait demi-tour, dévalé les escaliers et réveillé Duncan sans ménagement. Il y a un problème, sérieux. Il s'est redressé, d'abord endormi, puis a vu mon visage. Il a compris que ce n'était pas une blague. On a laissé Ian dormir et on est remonté ensemble. Cette fois, c'est Duncan qui a poussé la porte. Ce qui est arrivé ensuite est allé trop vite pour que je l'analyse. Un homme a jailli depuis le coin caché de la salle de bain. Il a percuté Duncan de plein fouet, le projetant contre le mur, armé d'un morceau de tuyau PVC qu'il balançait comme une arme. J'ai réagi par instinct. J'ai sauté sur lui, criant, frappant, agrippant. Duncan s'est relevé et m'a rejoint. À deux, on a réussi à le faire tomber. Mais il était plus grand, plus fort, plus désespéré. Il s'est libéré, nous a repoussés violemment et s'est enfui dans l'escalier. On a couru après lui, mais quand on est arrivé à la porte d'entrée, il avait disparu. La police est arrivée une trentaine de minutes plus tard. Leur enquête a été brève. Le point d'entrée, une fenêtre du rez-de-chaussée, restait déverrouillée. Aucun système de surveillance, aucun enregistrement. Ils ont conclu à une tentative de cambriolage. Un voleur pris en flagrant délit, mais rien dans cette nuit ne ressemblait à un simple cambriolage. Pourquoi faire autant de bruit volontairement ? Pourquoi attirer quelqu'un à l'étage? C'était un piège. Un leurre, Duncan en est convaincu. Ce type savait que ses parents n'étaient pas là. Il pensait qu'il serait seul. Et il ne voulait pas voler. Il voulait faire du mal. Je n'ose même pas imaginer ce qui se serait passé si j'étais entré seul dans cette pièce. Cette nuit-là remonte à quelques mois. Ma copine Bonnie m'avait invité chez elle. Ses parents étaient partis pour le week-end. Une escapade pour célébrer leur anniversaire de mariage, et pour une fois nous avions la maison rien qu'à nous. C'était exceptionnel. D'ordinaire, ses parents étaient stricts et dormir dans sa chambre était formellement interdit, mais là l'opportunité était parfaite. Elle m'avait proposé de rester et j'avais sauté sur l'occasion. Sa maison est située dans l'un de ces quartiers résidentiels où chaque maison se ressemble, alignée comme des clones. Le genre d'endroit où à 10 heures du soir, tout semble mort, un silence pesant y règne, à peine troublé par les lampadaires solitaires. Ce quartier m'a toujours mis mal à l'aise, surtout quand je repars tard la nuit. Alors rester sur place m'avait soulagé. On avait regardé un film, grignoté des snacks, blagué comme d'habitude. Sa chambre se trouve à l'étage côté jardin. De là on voit un mur d'arbres sombres qui encercle la propriété, aucun éclairage extérieur. La nuit y est totale. En regardant par la fenêtre, on avait littéralement l'impression de fixer un vide absolu. Vers minuit, on s'est endormi. Elle avait un grand lit double, confortable, assez large pour qu'on puisse dormir sans se toucher, chacun à l'aise. Tout était parfait.
sauf ce qui s'est passé ensuite. Je ne me rappelle pas exactement du moment où je me suis endormi, mais je me souviens parfaitement du rêve qui a suivi. C'était un de ces rêves rares, un faux réveil. Je me suis vu me réveiller dans son lit. La pièce était exactement comme elle l'était avant qu'on ne s'endorme. Tout était identique, sauf un détail. Une fine bande de lumière jaune filtrait sous la porte. Un trait lumineux anormal, qui n'était pas là plus tôt. Une chose simple mais suffocante. Je ne pouvais pas détacher mon regard. Puis j'ai entendu un bruit, une porte claquer en bas. Avant même d'avoir le temps de me lever, des pas rapides ont commencé à monter les escaliers. Des pas lourds, précipités, comme si quelqu'un courait droit vers la chambre. Mon premier réflexe avait été de me lever pour intercepter l'intrus. Mais mon corps s'est figé. Une panique irrépressible s'est emparée de moi. J'étais hypnotisé par cette lumière sous la porte, incapable de bouger, incapable de penser. Elle semblait vibrer, respirer même, comme si elle regardait en retour. Les pas se sont arrêtés juste derrière la porte. Puis le silence. Puis les voix. Au début, ce n'était qu'une seule voix, féminine. Elle énonçait des phrases venimeuses sur moi. Mon apparence, mes choix, ma vie, des insultes crues, ciblées. Puis elle a commencé à dévoiler des choses personnelles. Très personnelles. Des souvenirs, des phrases que j'avais dites, des fautes que j'avais faites, des secrets que je n'avais jamais confiés à personne, même pas à Bonnie. Et puis la voix est devenue 2 voix, puis 3, puis des dizaines, une centaine, un concert infernal, comme si chaque recoin sombre de mon esprit avait été fouillé, pillé, exposé à nu. Je n'ai pas tenu. Je me suis levé et traversé la pièce en courant et j'ai ouvert la porte d'un coup. Aussitôt, toutes les lumières ont explosé. Un noir absolu m'a avalé. Le froid s'est abattu sur moi, glacial, piquant, inhumain. Pendant un instant, j'ai eu l'impression d'avoir quitté ce monde. J'ai reculé à l'aveugle jusqu'au lit, je me suis recroquevillé sous la couverture, comme un enfant de 6 ans. Et c'est là que j'ai réveillé, mais ce n'était pas fini. Je me suis redressé lentement, encore ébranlé, croyant que tout était terminé. J'ai tourné la tête vers la porte et la lumière était toujours là. La même bande jaune, fine, vibrante. Et puis encore une fois, la porte a claqué en bas. Encore une fois, les pas se sont précipités vers nous. Tout s'est rejoué. Les voix, les révélations, le froid, un cauchemar qui se boucle encore et encore. Quand je me suis réveillé pour de bon, mon cœur battait à exploser. J'étais désorienté, épuisé, mais j'étais lucide. Bonnie dormait profondément à côté de moi. Et c'est à ça que j'ai su que j'étais enfin éveillé, car dans les rêves, je n'avais jamais pensé à la regarder. Je me suis assis, soulagé, mais quand j'ai tourné la tête vers la porte, la lumière était là, encore, exactement la même. Et puis j'ai entendu les pas, cette fois réels. Quelqu'un marchait en bas, dans la maison, des pas nets, déterminés. Quelqu'un était entré. Je savais, au plus profond de moi, que ce n'était plus un rêve. Cette fois, les bruits étaient trop clairs, trop nets. Les pas résonnaient doucement sur le parquet du rez-de-chaussée. Aucun effet onirique, aucune distorsion. Juste la réalité brute. Quelqu'un était en train de marcher dans la maison et Bonnie et moi étions seuls à l'étage. Je n'ai pas réfléchi longtemps. J'ai saisi mon téléphone et en silence, j'ai appelé la police. Je leur ai murmuré ce qui se passait, les yeux rivés sur cette maudite bande de lumière sous la porte, comme si elle était vivante. Puis, tout doucement, je me suis levé. Par chance, elle l'était. Après cela, je suis revenu vers le lit et j'ai réveillé Bonnie sans un mot, une main posée sur sa bouche pour éviter le moindre cri. Elle a ouvert les yeux, paniquée d'abord, mais quand j'ai murmuré « quelqu'un est dans la maison », elle s'est figée, les traits soudain glacés. Nous sommes restés ainsi, assis dans le noir, l'oreille tendue, à écouter les pas en bas qui semblaient faire des allers-retours méthodiques, comme si l'intrus prenait son temps. Puis, un bruit sourd, la porte d'entrée qui s'ouvre violemment, des cris, des voix, la police venait d'arriver. Je n'ai pas tout compris de ce qui s'est passé ensuite. Tout est allé vite. Je me suis précipité jusqu'au haut de l'escalier, juste assez pour voir 2 hommes en train d'être maîtrisés et menottés devant la maison, leurs visages cachés sous des masques noirs. Ils ne se débattaient même pas. C'était comme s'ils s'étaient attendus à être arrêtés. Un officier m'a aperçu, m'a fait un signe rassurant. Puis je suis redescendu voir ce qu'il s'était réellement passé.
Les policiers m'ont confirmé que les 2 hommes avaient été arrêtés dans la maison, qu'ils étaient armés de couteaux et qu'ils étaient entrés par une fenêtre latérale restée déverrouillée. Ils avaient évité les alarmes, comme s'ils savaient exactement où passer. Bonnie était encore sous le choc. J'ai appelé ses parents, leur ai tout expliqué. Ils ont pris la route immédiatement, abandonnant leur week-end pour revenir en urgence. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont été soulagés, pas fâchés, reconnaissants même. Ils m'ont pris dans leurs bras. Ils ont compris que sans moi, les choses auraient pu tourner au drame. Quelques jours plus tard, Bonnie m'a rappelé. Elle avait eu une longue conversation avec les officiers en charge, et ce qu'elle m'a révélé m'a fait froid dans le dos. Les 2 hommes, lors de leur interrogatoire, avaient avoué. Ils avaient vu un post sur Facebook annonçant le départ en week-end de ses parents. Ils avaient surveillé la maison, pensant qu'elle serait vide. Ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait quelqu'un, encore moins 2 personnes. Et pourtant, ce n'est pas cette réalité-là qui m'obsède. Ce n'est pas l'effraction, ni les hommes masqués, ni même l'angoisse d'avoir frôlé quelque chose d'horrible. Ce qui continue de me hanter encore aujourd'hui, c'est le rêve. Ce faux réveil, cette lumière jaune sous la porte, ces voix qui savaient tout, cette boucle infernale. Je peux accepter que le bruit de l'intrusion ait influencé mes rêves, que mon cerveau ait capté, quelque part, les signaux de danger. C'est plausible. Mais comment expliquer ce rêve si précis, si cohérent, si personnel, alors que je n'avais aucun moyen logique d'en prévoir les détails? Et ce faisceau de lumière sous la porte, je le revois encore. À chaque fois que je ferme les yeux, je n'ai pas besoin de dormir pour le voir. Il est là, tapissé dans un coin de ma conscience. Je me dis que ça finira par passer, que ça s'effacera, comme les souvenirs d'enfance s'estompent avec le temps. Mais au fond de moi, une partie crainte que cette lueur jaune soit imprimée en moi pour toujours. Il y a des choses que l'on vit, des choses que l'on rêve, et d'autres qui se tiennent entre les deux. Des zones floues, des souvenirs qu'on n'a jamais eus, mais qui nous hantent comme s'ils étaient tatoués sous notre peau. Ce que j'ai traversé, je ne saurais jamais si c'était un avertissement, une mémoire effacée qui cherchait à remonter, ou juste « j'ai grandi depuis, ma vie s'est normalisée, j'ai même appris à dormir sans bruit de fond parfois ». Mais le silence reste une arme à double tranchant. Certains soirs, lorsque tout est calme, je sens encore ce frisson particulier. Pas une peur, pas une panique, un genre de présence sourde, comme si quelque chose observait encore. Parfois, je me demande si Brian est toujours vivant, s'il pense à moi, s'il regrette, s'il se cache dans une autre ville avec d'autres secrets, d'autres silences, ou s'il s'est fondu dans les cauchemars des enfants qu'il a approchés comme une ombre qu'on n'oublie jamais vraiment. Je n'ai aucune preuve qu'il était réellement là, ces nuits-là. Rien, sauf mon instinct. Mais mon instinct n'a jamais cessé de me répéter que je n'étais pas seul. Et puis il y a cette lumière, cette fine bande dorée éternelle sous une porte imaginaire. Elle revient parfois même quand tout semble tranquille. Quand je suis seul dans une pièce en pleine journée, elle n'est pas là physiquement, mais elle est là quelque part en moi, toujours. Je l'ai vue en rêve, je l'ai vue réveillée, et je ne sais toujours pas laquelle des 2 versions est la vraie. Il y a un détail que je n'ai jamais raconté à personne. Une nuit, il y a quelques mois, alors que tout semblait loin derrière moi, je me suis réveillé à 3 heures du matin. Pas de rêve, pas de bruit, juste une sensation. Je suis allé jusqu'à ma fenêtre, instinctivement, comme autrefois, et sur la buée du carreau il y avait une trace, une empreinte de main, pas nette, pas fraîche, mais présente, trop haute pour être la mienne. Je suis resté là pendant des minutes entières, paralysé, le regard figé sur cette forme. Puis je l'ai effacée d'un revers de manche, sans un mot, comme on efface une histoire. Mais on ne peut jamais vraiment effacer ce qui nous a traversés. On apprend juste à vivre avec, à apprivoiser le silence, et à dormir parfois avec la porte fermée à clé. Pas pour empêcher quelque chose d'entrer, mais pour ne pas revoir cette lumière, celle qui sait tout et ne dit rien. Certains rêves ne sont pas là pour nous effrayer. Ils sont là pour nous prévenir. Ce récit est terminé, mais les questions qu'il soulève, elles, restent ouvertes. Qui était vraiment Brian? Pourquoi la lumière sous la porte? Et si chaque cauchemar récurrent était une mémoire enfouie? Si ce genre d'histoire vous parle, si vous avez vous aussi connu ce sentiment, celui de ne pas être seul dans votre propre chambre, alors restez avec nous. Abonnez-vous à Nuit d'horreur, où les récits prennent vie. Chaque rêve, chaque peur, chaque souvenir y trouve une voix. Et n'oubliez jamais, ce n'est pas ce qu'on voit qui nous hante le plus, c'est ce qu'on croit avoir rêvé.